Je me retrouve dans mes Laurentides natales en direction du parc du Poisson-Blanc pour effectuer demain 2 randonnées, dont une uniquement accessible par voie nautique. Et je dois dire que ça m'excite pas mal de pouvoir jumeler une activité de plein air nouvelle avec la rando. Et c'est un des attraits de l'endroit. Je vais être accompagné par Marie-Lou Pelletier, qui est une fille de communication, mais aussi de terrain. Et comme on sera entouré d'eau, bien, ce sera inévitablement le sujet de conversation. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Les Laurentides proposent un vaste territoire naturel composé de lacs, rivières et montagnes, offrant aux amateurs de plein air un choix inégalé en matière de parcs nationaux et parcs régionaux pour en profiter. Côté rando, on passe de la balade au sommet à atteindre pour un beau point de vue ou encore à la longue randonnée pour explorer l'arrière-pays. Que l'on pense vélo de montagne, canot, kayak et même la pêche, les parcs vous accueillent, peu importe votre passion. Séjourner en camping, chalet ou même hébergement insolite. Les Laurentides, on y revient toujours. Elle est une passionnée de plein air et d'aventure, surtout de canot-camping depuis son très jeune âge. Elle trouve que la nature est un endroit apaisant et inspirant. Durant sa maîtrise en gestion de projet, elle approche la corporation du parc pour un stage, un endroit qui lui collait à la peau. Surprise, l'organisation lui offre de rester et elle s'épanouit ici depuis jour après jour. Elle aspire à encourager la clientèle à adopter des pratiques responsables et durables de plein air. C'est vraiment le cœur de son travail. Salut Alexis! Hey, salut Marie-Lou! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, content de te rencontrer. Moi aussi. On va randonner ensemble aujourd'hui. Il y a un petit peu de pluie, hein, par exemple. On va voir, on est bien équipés, je pense. Vraiment, Pas de problème vraiment. à randonner sous la pluie. On va pagayer même en après-midi. J'espère qu'on ne pagaillera pas trop dans le sentier, par exemple. J'ai vu que vous aviez quand même pas mal de kilomètres de sentiers ici au parc du Poisson-Blanc. Qu'est-ce qu'on va faire en rando aujourd'hui? Oui, on va débuter avec un sentier qui s'appelle les Merisiers pour par la suite faire la baie du Rang. Donc, une belle boucle qui nous attend aujourd'hui. Les sentiers Les Merisiers et la baie du Rang. Le type est une boucle d'une longueur de 4,1 km, d'une durée de 2 heures, d'une altitude maximale de 286 mètres, d'un dénivelé positif de 340 mètres et le niveau est facile. Donc, présentement, on est juste ici au stationnement. On va amorcer ici en entrant dans le sentier des Merisiers pour faire 1,1 km jusqu'au Belvédère. Là, ça monte. Là. Exactement. Puis par la suite, on va encore un petit peu monter pour par la suite redescendre par la baie du Rang, qui est une belle boucle qui va nous amener à notre point de départ, qui est la plage Rapide du Fort. Génial, on y va. Marie-Lou, on vient d'entreprendre la première portion du sentier Les Merisiers. Très large, hein? Peu accidenté, bon, quelques racines, mais l'idéal probablement pour une jeune famille qui veut atteindre un belvédère, par exemple. Vraiment, le but de ce sentier-là, c'est de le rendre accessible pour la clientèle familiale. Je te dirais que c'est large comme ça, le premier tiers de la randonnée. Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite. Le Parc régional du Poisson-Blanc existe depuis 2008. C'est une initiative locale qui vient de la communauté, des élus locaux qui considéraient que le territoire a une valeur plus importante sur le plan récréotouristique que sur le plan des ressources naturelles. Depuis 2008, on s'efforce de développer les activités canot, kayak, randonnée. On accueille des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, puis on est très heureux de ça.
Marie-Lou, sur le sentier, on croise plusieurs petits ruisseaux comme celui-là. Ce sont des affluents du réservoir, non? Absolument. Puis à la hauteur où on est, c'est l'affluent du réservoir des Stables qui est connecté avec le réservoir du Poisson-Blanc. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peu de pluie, ce qui fait en sorte que la mousse est vraiment plus verte. C'est un vert vraiment vif, fait qu'on peut apprécier tout ça. Ouais, puis le son nous donne une ambiance zen. Vraiment. On poursuit notre montée? Absolument. Let's go. Il nous est tous arrivé comme randonneurs de croiser des arbres tombés au sol. Les équipes des parcs viennent pour entretenir, donc tronçonner les arbres pour dégager le sentier pour le grand plaisir des randonneurs. Souvent, ce sont les corridors de vent qui vont jeter les arbres, voire les déraciner complètement. On les laisse au sol parce qu'on veut régénérer le sol et aider les forêts à se reproduire. Marie-Lou, le parc du Poisson-Blanc longe une portion de la berge, des rives. Qu'est-ce que vous faites pour la préservation de l'eau? On fait plusieurs choses. Essentiellement, on fait beaucoup de choses avant l'arrivée des clients, puis aussi lors de leur arrivée, on fait de la sensibilisation pour s'assurer que les gens ont des bonnes pratiques. Donc, au niveau de la gestion des déchets, au niveau aussi de la vaisselle, c'est vraiment le nerf de la guerre. Par la suite, c'est sûr qu'au niveau de l'aménagement du territoire, c'est super important de délimiter tes espaces pour chaque utilisation. Donc, l'aire de feu, les installations sanitaires, s'assurer que les excréments sont vraiment à un endroit centralisé. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, d'aménager l'utilisation du territoire de nos usagers. Et là, plus loin que ça, tous les petits gestes comptent. Vous avez même tranquillement retiré les canaux à moteur pour le transport. Donc, ça, éventuellement, il n'y en aura plus du tout, là. Exact. C'est déjà le cas en ce moment, en 2022. Donc, le but, c'est vraiment de se positionner comme une organisation 100% écotouriste, donc d'être cohérent avec la vision puis où on veut aller dans les prochaines années. Et ça, on aime ça. Ici, sur le sentier Les Merisiers, on a la chance de croiser cette paroi rocheuse. Évidemment, on est dans le bouclier canadien. On peut remarquer, je ne vous amène pas du côté scientifique des termes, mais rapidement, le lichen de couleur plus pâle et même différentes autres mousses. Ça prend beaucoup d'eau pour pousser et surtout beaucoup de temps. L'eau qui reste et glisse sur le rocher. C'est vraiment magnifique et surtout, ça fait de superbes photos. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter une anecdote personnelle. Ça remonte au 26 juillet 2008. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'allais faire la boucle du mont Albert, donc un 8 heures de marche. Gros soleil, il annonçait une journée très, très chaude. C'était humide. Je me rends donc à l'inscription et le garde-parc me suggère de louer des bâtons, ce que je fais. J'avais une simple petite bouteille d'eau du commerce de 500 ml puis un petit sac à dos avec une poignée d'arachides. Bref, j'avais pas fait beaucoup de planification pour cette randonnée-là. J'avais peu de connaissances à l'époque. Et donc, je pars. J'arrive au sommet. J'étais en camisole, maringouin, beaucoup de vent, je gelais. Je poursuis, j'entame la descente de l'autre côté. Mais déjà, je n'avais plus d'eau avant d'arriver au sommet. Tout au long de la descente, on suit une rivière pour ceux qui connaissent l'endroit, mais jamais j'ai osé m'abreuver dans cette rivière-là avec la bouteille. Je peux vous dire que quand je suis arrivé à la fin de la journée au chalet d'accueil, j'ai vidé la machine distributrice. J'étais complètement déshydraté. Aujourd'hui, je pourrais boire de l'eau n'importe où parce que je sais qu'au Québec, on peut le faire à peu près sans aucun risque partout. Évidemment, on surveille les endroits où il y aurait des risques de coliformes ou de E. coli, mais
avec les moyens qu'on a maintenant, bouteilles avec filtre, les petites pastilles, les pompes avec filtre. Donc, il y a beaucoup d'options pour celui qui veut boire tout au long d'un sentier. Aujourd'hui, je vous parle de trucs pour observer les oiseaux en randonnée. Il faut être silencieux et attentif. C'est la règle de base. L'ouïe est le sens à privilégier pour tout ornithologue en herbe. Les champions arrivent à identifier certains oiseaux par leur chant ou même par le bruissement de leurs ailes. Être présent au bon moment va de soi. Les oiseaux sont souvent plus actifs tôt le matin et le soir. Ça ne veut pas dire qu'on n'entendra pas un corbeau croasser en plein cœur de l'après-midi, mais on risque de se limiter à ce genre d'observation. Des oiseaux bruyants et bien présents. Il faut être sensible aux périodes migratoires qui peuvent rendre l'observation de certaines espèces plus aisée ou impossible. Il y a quelques indices de présence à observer comme les traces dans la boue et dans la neige, les nids dans les arbres, des plumes au sol, de petites graines écalées ou autres restes de repas qui constituent des indices de la présence d'oiseaux. Comme chaque activité, ça demande le bon équipement. Je parle ici de jumelles pour voir et observer les oiseaux à distance, mais aussi d'un support comme aide à leur identification. On peut apporter un guide éclair plastifié, mais je préfère les applications qui associent l'oiseau aux vocalises captées par le mobile. Il existe des applications pour noter nos observations. C'est un peu comme un carnet de papier. C'est vraiment pratique et motivant quand on est ornithologue en herbe. Top Rando! Même si la randonnée est considérée comme un sport plus doux, on n'est pas à l'abri des blessures. Les douleurs aux genoux sont communes en randonnée. Différents facteurs peuvent causer ces blessures, comme porter un sac à dos trop lourd ou mal ajusté, emprunter des sentiers accidentés ou encore être mal chaussé. Par exemple, le syndrome fémoro-patellaire est une blessure très fréquente chez les randonneurs. On parle ici d'une atteinte de l'articulation entre le fémur et la rotule qui cause de la douleur, de l'inflammation et de l'irritation dans l'articulation. Parmi les autres blessures fréquentes, on retrouve aussi les tendinopathies. Par exemple, la tendinite rotulienne et le syndrome de la bandelette iliotibiale sont souvent causés par la répétition d'un même mouvement qui irrite les tendons. Maintenant, comment faire pour éviter ce type de blessure? La chaussure est un équipement important en randonnée. Si vous comptez marcher longtemps, il est conseillé d'utiliser des chaussures cassées, donc pas trop neuves, pour ne pas causer des ampoules. Si vos chevilles sont fragiles, optez pour des bottes de randonnée plutôt que des chaussures. Utilisez aussi des bâtons de marche. Les bâtons diminuent fortement l'impact sur les articulations des membres inférieurs. Finalement, assurez-vous d'avoir une bonne force musculaire. Voici quelques exercices que vous pouvez faire à la maison pour renforcer vos muscles. On parle ici d'une fente avant, d'un step-up et d'un squat latéral. En résumé, on choisit de bonnes chaussures. On utilise des bâtons de marche et on fait quelques exercices pour renforcer les muscles. Bonne rando! J'adore randonner dans la pluie et même si on débute la rando et qu'il pleut, parfois on profite de certaines accalmies, mais la pluie rend vraiment la forêt beaucoup plus reluisante et ça, j'adore ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le côté zen que ça m'apporte dans la contemplation, le vent, la pluie qui tombe des arbres, c'est vraiment, vraiment génial. Marie-Lou, on est arrivé à la fin du sentier Les Merisiers. On arrive ici au Belvédère. Beau petit gazebo, bel endroit pour
pique-niquer et puis avec une belle vue sur le réservoir. Dis-moi, bon, évidemment, la clientèle de randonneurs, c'est une bonne portion des gens qui passent chez vous, mais il y a d'autres types d'activités aussi qu'on peut réaliser. Oui, absolument. Dans le fond, je te dirais que le pôle de la montagne du Fort, c'est vraiment le secteur de prédilection pour les gens qui vont surtout dans nos micro-refuges. Et puis il y a aussi 2 campings au pied de la montagne qui sont accessibles en voiture. Donc ça, c'est super pour les familles qui n'ont pas nécessairement le goût de faire 16 km, 2 km de canot pour se rendre à leur site de camping. Fait que c'est des belles alternatives. Les gens peuvent vraiment s'amuser ici. Il y en a pour tous les goûts. Puis c'est ça, dans nos micro-refuges, c'est sûr que c'est de l'hébergement un peu plus insolite, si on peut dire. On se démarque beaucoup sur l'architecture, je te dirais. Puis le fait que ça se confond super bien à l'environnement, ça vieillit bien. On dirait que ça se camoufle dans la forêt. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on recherche avec nos micro-refuges. Oui, puis avec un minimum d'équipement sur place aussi. Oui, absolument. Ça reste insolite et minimaliste. Donc, on n'a pas d'eau courante ni d'électricité. C'est sûr que c'est alimenté en panneaux solaires, fait qu'il y a quand même un apport en énergie qui est possible. Il y a aussi un gaz au propane pour faire la cuisson. Il y a un poêle à bois pour se réchauffer, étant donné que c'est un offre 4 saisons. Puis, il y a aussi, dans le fond, certains hébergements ont un petit frigo, fait que c'est possible d'être un peu plus en mode glamping à ce moment-là. Tous nos hébergements sont différents. Fait que ça permet de choisir selon ce qu'on veut vivre comme expérience. Puis donc, beaucoup d'activités évidemment nautiques et on peut louer notre équipement sur place. On n'est pas obligé d'arriver ici avec notre canot, par exemple. Absolument. Tu sais, toutes nos activités sont autour du réservoir. C'est vraiment le cœur du parc régional. Donc, c'est sûr qu'on peut louer des canots principalement, des kayaks, des planches à pagaie. Puis le but, c'est d'aller s'aventurer. On a même des haltes à pique-nique qui sont accessibles à tous. C'est pas possible d'y camper ni de les réserver, mais c'est vraiment un offre pour l'ensemble des utilisateurs du réservoir. Puis aussi, les sites de camping sont vraiment très populaires. On est très reconnus pour ça. Donc, il y a des gens qui vont sur les sites puis qui en profitent sur leur petit paradis. Un bel endroit à explorer, donc, et c'est peut-être le temps pour nous de pagayer. Je regarde le temps, ça se calme un petit peu. C'est peut-être le moment de se rendre à notre autre sentier par le réservoir. Absolument, on a un bon trajet qui nous attend, fait qu'on va y aller. Marie-Lou, on arrive à la fin du sentier de la baie Durand. On longe justement ici, cette baie. Oui, exact. Puis là, on s'en va amorcer notre partie canot pour accéder au sentier sur le réservoir. Génial. On voit que l'eau, quand même, elle est haute ici. Bon, évidemment, c'est un réservoir, donc le niveau varie au cours de la saison. Exact. Dans le fond, on est au plus haut point durant la saison, puis ça descend jusqu'à l'hiver au mois de mars où on a le niveau vraiment le plus bas. Et puis par la suite, ça monte avec la crue des eaux. OK. Donc, on a terminé cette boucle-là. On s'en va sur le réservoir maintenant. Yes, sir. Comment se préparer pour une randonnée sécuritaire? Toute aventure en plein air comporte des risques et il est primordial de bien se préparer. Par exemple, planifiez votre itinéraire avec la carte du parc que vous visiterez. Préparez votre sac à dos, vérifiez la météo et avisez un proche de votre plan de match afin qu'une personne puisse vous aider si vous manquez à l'appel. Cette année, en toute sécurité, explorez les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Super beau sentier ici, Cap-du-Sud, donc un sentier accessible uniquement par canot. Ce qu'on vient de faire, quand même, 2h30 de canot pour nous, mais je pense que ça vaut la récompense.
parce que le sentier est quand même bref et on atteint le sommet quand même rapidement aussi. Exactement, c'est vraiment l'atout du secteur insulaire. Donc, c'est des petites randonnées accessibles uniquement par embarcation. Puis rapidement, on a une superbe vue sur le secteur insulaire. Si on choisit ce côté-ci du réservoir pour les randos, bien, on peut en faire plusieurs dans une même et seule journée. Donc, on est au sommet du Cap du Sud. Si on regarde un peu au loin, on a quelques îles avec des noms qu'on peut apercevoir. Donc, on a la Sandbar qui est juste ici. En arrière, on a l'île en U, suivi là, dans la brume au loin de l'île mystérieuse avec des très hauts sommets. Puis rendu au point où on en est ici, on est vraiment au sud du réservoir, donc un peu à mi-chemin du grand étendue d'eau. C'est magnifique. Donc, les îles ont des noms, mais pas toutes encore. Exact. Et même certaines îles ont plus des numéros. Ouais. Souvent, les plus petites îles n'ont pas de nom. C'est vraiment les îles, souvent, ça fait longtemps aussi qui ont des noms. Puis ça va au-delà de nous. C'est vraiment beau. Marie-Lou, merci pour cette belle journée. J'ai vraiment découvert deux beaux sentiers ici au parc du Poisson-Blanc. Vraiment, j'ai surtout apprécié la petite balade en canot d'ailleurs pour se rendre à un de ceux-là. Merci encore. Ça fait plaisir. On est vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. Puis je pense qu'on y a goûté avec la météo, mais on a mérité nos points de vue. Absolument. Et je t'invite, si tu veux, à goûter cette fois-ci une bière plutôt que des difficultés. Une bonne bière de micro. Merci. Voilà. Yes. Cheers. Cheers, santé.